Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler d'une disparition très médiatisée comme ce fut le cas pour ma dernière vidéo sur la disparition du petit Émile. Aujourd'hui, il va s'agir de la disparition de la jeune Lina. Cette disparition très récente intrigue toute la France car il s'agit d'une disparition très mystérieuse. On a l'impression que Lina s'est volatilisée dans un très court laps de temps. Cette vidéo va nous permettre de faire un point sur sa disparition après 2 mois. Quelles sont les investigations qui ont été menées et qui vont l'être? Et bien évidemment, quelles sont les pistes et hypothèses envisagées aujourd'hui? Également, nous reviendrons rapidement sur les fausses informations qui circulent et qui sont colportées par des personnes mal intentionnées qui diffament en toute impunité sur les réseaux sociaux. Mais avant de commencer ma vidéo, je suis heureuse de vous présenter le sponsor du jour qui est eBay Club. Il n'y a pas de petites économies pour vous comme pour moi. En plus de ça, c'est l'inflation pour tout le monde et on arrive à grands pas aux fêtes de fin d'année. Pour certaines et certains, les fêtes de fin d'année amènent leur lot de dépenses et si on peut faire des économies en faisant des achats, donc c'est tout bénéfique. Alors comment fonctionne eBay Club? eBay Club fonctionne sur le principe du cashback. En gros, c'est une plateforme qui te permet de te faire rembourser une partie de ce que tu as payé sur chacun de tes achats en ligne, en magasin ou à travers des bons d'achat. Donc déjà, ce qui est intéressant pour vous comme pour moi, c'est 100% gratuit et la plateforme vous propose 3 services distincts. Donc il y a déjà le fameux cashback quand tu fais tes achats en ligne en un seul clic. Il y a aussi du cashback directement dans un magasin partenaire près de chez toi et la grande nouveauté, ce sont donc les bons d'achat. Les bons d'achat, par définition, ce sont des cartes cadeaux dont le prix d'achat est inférieur à la valeur réelle. Et sur eBay Club, tu peux acheter tes bons d'achat à réduction immédiate sur plusieurs grandes enseignes, comme je vous le montre ici à l'écran. Par exemple, 3% remboursés immédiatement sur un bon d'achat acheté à la Fnac, que vous pouvez utiliser en ligne ou en magasin directement. En plus, comme pour la Fnac ici, vous pouvez cumuler avec le cashback disponible jusqu'à 4,5% de cashback en ligne pour cette enseigne. Au total, vous avez plus de 3000 magasins partenaires dans toutes les catégories. Donc on passe du voyage à la high-tech, à la culture ou encore à la mode. D'ailleurs, moi en ce moment, je dois m'acheter un prompteur pour améliorer mes tournages de mes vidéos et que ce soit plus fluide, et donc je vais évidemment utiliser eBay Club et voir quelles sont les enseignes partenaires pour l'high-tech. Je sais par exemple que je vais trouver mon bonheur sur Cdiscount ou encore la Fnac. Ce qui est bien, c'est qu'à partir de 10€ cumulés sur votre cagnotte, vous pouvez demander un virement sur votre compte en banque via PayPal ou même à travers des cartes cadeaux Amazon. Et grâce à mon lien que je vous mets en description de ma vidéo, vous avez 6€ offerts à l'inscription qui seront déjà sur votre cagnotte alors que vous n'avez rien fait, au lieu des 3€ qui vous sont proposés habituellement. Donc je remercie énormément eBay Club de sponsoriser ma chaîne et ma vidéo et de me faire confiance, et on se retrouve juste après ça. La jeune Lina a seulement 15 ans au moment des faits, c'est-à-dire en septembre 2023. C'est une jeune fille avec des cheveux châtains mi-longs et des yeux verts. Elle mesure 1m60 pour 49 kg et est considérée comme mince. Lina est décrite comme une jolie fille qui vit une adolescence simple et qui semble être épanouie. Elle habite avec sa mère, Fanny, avec qui elle entretient une belle relation. Toutes deux habitent à Plaine et plus précisément au hameau de Champenay. Plaine est une commune qui est située dans le Bas-Rhin et dans la région Grand Est.
dans la vallée de la Bru. Cette commune est constituée de 5 villages et hameaux qui regroupent au total environ 1000 habitants. Beaucoup de personnes donc se connaissent et se reconnaissent depuis de nombreuses années car ils se côtoient directement ou indirectement entre et au sein de tous ces hameaux. Bien que proche de sa mère, Lina n'a plus aucun contact avec son père depuis 5 ans. Père qui s'est séparé de sa mère alors qu'elle était bien plus jeune. Avec sa mère, elle partage la même passion, celle de l'équitation, et dès qu'elle a un petit peu de temps libre, elle essaye de faire un tour au centre équestre. Niveau scolarité, Lina s'en sort plutôt bien. Au moment des faits, elle vient de terminer sa 3e au collège Frison-Roche de la Broc, où elle passe avec brio son brevet des collèges professionnel. C'est un collège qui se situe plus au nord de Champnay. Depuis la rentrée scolaire de septembre 2023, elle a repris les cours à la maison familiale et rurale de Saint-Dié, qui est une sorte de lycée professionnel qui se situe près de Salles, où elle prévoit de s'orienter vers une carrière d'aide à la personne, et plus précisément à travers un bac professionnel service aux personnes et au territoire en alternance. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'elle effectue un stage d'observation dans un magasin de l'enseigne Proxy qui se situe à Saint-Blaise-la-Roche. C'est une commune qui est à une trentaine de minutes à pied de son domicile. Son patron et la collègue avec qui elle travaille la décrivent comme une jeune fille souriante et volontaire qui appréciait ce qu'elle faisait et avait même pris goût au commerce et au contact client. D'ailleurs, elle ne lésinait pas sur son travail. Lina est une jeune fille qui a pas mal d'amis avec qui elle passe du bon temps, avec qui elle s'entend très bien. En gros, avec eux, elle passe son temps à écouter de la musique, à surfer sur les réseaux sociaux, à se prendre en photo et en vidéo en selfie. Elle aime le maquillage, elle aime les vêtements, elle aime manger dans des fast-foods et discuter avec ses amis. Bref, une vie d'adolescente, tout ce qu'il y a de plus normal. Peu de temps avant sa disparition, plus précisément 1 mois et demi avant sa disparition, Lina rencontre Tao pour la première fois, le 10 août 2023 plus exactement. Tao, c'est un jeune homme de 19 ans avec qui elle discute depuis 4 ans sur les réseaux sociaux. Et il a finalement 4 ans de plus qu'elle au moment où ils se rencontrent. Donc Lina a 15 ans et Tao, lui, a 19 ans. Rapidement sur Tao, parce que c'est un personnage clé dans cette histoire. Tao, c'est un jeune homme qui s'est orienté vers une carrière de technicien d'usinage et qui fait également partie des Compagnons du Devoir. Les Compagnons du Devoir, c'est une association ouvrière et organisme de formation professionnelle de métiers dits traditionnel. Il a d'ailleurs obtenu une médaille d'or pour le concours des meilleurs ouvriers de France de 2021 du Rhône, donc il semble plutôt sérieux sur son travail. Du fait de la différence d'âge entre Tao et Lina, qui est assez conséquente pour cette tranche d'âge-là, on va dire, Tao essaye de rassurer au maximum la mère de Lina, donc Fanny, pour qu'elle puisse lui faire confiance. Il la tient donc au courant de tous leurs déplacements, de leurs activités, pour qu'elle puisse sereinement laisser sa fille avec. Et c'est grâce aux agissements de Tao, qui semble responsable, qu'il entretient donc une très bonne relation avec Fanny, qui lui fait entièrement confiance. De son côté, Lina vit, elle, une très belle adolescence. Elle est comblée par ses études, par sa vie familiale, par sa vie amoureuse. En tout cas, des informations que l'on a, c'est ce qu'elle laisse paraître. C'est donc dans ce contexte que nous arrivons au jour de la disparition de Lina, et plus précisément la veille, le vendredi 22 septembre 2023. Ce jour-là, Lina travaille pour son stage au Proxy de Saint-Blaise-la-Roche, et ce jusqu'à 19h. Et c'est le patron de Lina qui va montrer à travers les vidéos de surveillance enregistrées qu'elle part bien ce jour-là à 19h. On l'aperçoit dessus, pleine de vie, en train de travailler dans les rayons et passer l'aspirateur en fin de journée. Sur ce stage prévu de 6 semaines, elle n'en fera finalement que 2. Donc le soir même des vidéosurveillance que je vous ai montré, un repas est prévu chez elle et sa mère en compagnie de Tao. Selon les dires de Fanny, donc la mère de Lina, ce repas se passe très bien, dans la bonne humeur et dans la bonne entente. Tout le monde semblait heureux et rien ne laissait présager les événements tragiques qui se sont déroulés le lendemain. Nous arrivons donc finalement le samedi 23 septembre 2023, jour de la disparition de Lina. Il est convenu que Lina rejoigne Tao sur Strasbourg. En effet, ce samedi matin, Tao est déjà présent sur Strasbourg
car il doit assister à une réunion dans le cadre de sa formation des compagnons du devoir, et ce jusqu'en milieu de matinée. Lina a prévu comme d'habitude d'emprunter son chemin à pied habituel pour aller à Saint-Blaise-la-Roche. Elle a prévu de se rendre à la gare de la commune, de prendre le train de midi 3, plus précisément un TER, pour une arrivée prévue à Strasbourg à midi 54. Elle devait rejoindre Tao, manger avec lui au restaurant le midi, puis ensuite faire une après-midi shopping. En soirée, Tao avait prévu de la ramener en voiture à son domicile pour un trajet estimé à une 50aine de minutes depuis Strasbourg. Ce trajet à pied qu'elle devait faire entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche, c'est un trajet qu'elle connaissait par cœur, comme tous les enfants de la vallée de la Bruche. En effet, sans moyen de locomotion et en l'absence de lignes régulières de bus dans ce village reculé du Bas-Rhin, le train reste et semble être la seule alternative pour ces jeunes. En plus de ça, Lina n'avait plus de 2 roues, donc elle avait l'habitude de parcourir ces 2,9 km à pied qui l'a séparée de chez elle à la gare. Là, je fais une petite aparté. Il a très souvent été reproché à la mère d'être inconsciente de laisser sa jeune fille marcher toute seule. Il faut savoir que plusieurs autres parents laissent leurs enfants marcher seuls. Bon, plus vraiment depuis malheureusement la disparition de Lina. À cet endroit-là, en tout cas, ça ne fait pas d'eux des mauvais parents, en fait. Et s'acharner sur les réseaux sociaux concernant ce point-là et estimer que les parents sont de mauvais parents, je trouve que ça va un peu loin. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ce genre de commentaires, surtout si les familles peuvent le voir. À part rajouter de la culpabilité, je ne vois pas ce que ça peut faire avancer dans le dossier. Aparté faite, on est le samedi matin, jour de la disparition de Lina. La mère de Lina, Fanny, va l'apercevoir pour la dernière fois dans sa salle de bain en train de se préparer. Elle avait l'air joyeuse, heureuse, et elle se souvient qu'elle portait sa robe grise que Lina appréciait particulièrement. Donc, sa fille part de chez elle vers 11h pour faire ce fameux trajet de 2,9 km. Pour ça, elle doit emprunter la D350 pendant une bonne partie avant d'avoir une petite portion qui se fait sur une piste cyclable qui est un peu moins dangereuse que de marcher au bord de la route, juste en face d'un étang, l'étang de Breux, qui est situé le long de la route que Lina doit emprunter. Sur le chemin, elle continue d'échanger avec Tao. En fait, elle a un peu le nez sur son portable pendant qu'elle marche. C'est un moment pour elle où elle peut envoyer des messages, des vocaux, des selfies, des vidéos. Et ils ont vraiment l'habitude tout le temps d'échanger à travers les réseaux sociaux. Comme ils doivent directement se rejoindre à la gare de Strasbourg, qu'ils se sont donné rendez-vous là-bas, Tao est encore plus sur son portable pour être sûr que Lina prenne bien son train, arrive bien et que lui ne loupe pas le rendez-vous. Au bout d'un moment, Tao s'inquiète de ne plus avoir de réponse ni de nouvelles de sa petite amie depuis 11h20. D'ailleurs, elle va pas lui dire qu'elle a pris le train, qu'elle est bien dans le train et qu'elle va bien arriver à l'heure prévue. Il lui laisse plusieurs messages lui de son côté sur l'application Snapchat, mais Lina ne va jamais les ouvrir ni les écouter. Inquiet, il prévient donc la mère de Lina, Fanny, avant même que le train de Lina n'arrive en gare de Strasbourg, en lui disant qu'il s'inquiète qu'elle ne réponde pas. Évidemment, la mère, ça l'inquiète un petit peu de recevoir ce type de message et elle va également essayer de son côté de contacter sa fille en vain. Elle ne lui répondra pas non plus. Elle va lui dire: écoute Tao, tu attends que le train arrive et tu regardes si par hasard Lina sort du train comme prévu, le train de midi 53. Peut-être tout simplement a-t-elle eu un problème avec son portable, peut-être que son portable ne marche plus, peut-être qu'elle l'a fait tomber et qu'il n'est plus en état de fonctionner. Le train entre finalement en gare et vous vous en doutez, Lina malheureusement ne sort pas de ce train, elle n'est pas à bord. Tao lui va faire 3 fois le tour de la gare pour voir si par hasard elle serait quelque part et peut-être qu'ils se sont loupés, qu'elle est sortie ailleurs, qu'elle aurait peut-être potentiellement pris un autre train, mais il ne va pas trouver de traces de Lina. Elle a disparu. Il décide finalement de prendre sa voiture et de se diriger vers Champnay sur les conseils de Fanny pour que tous les deux puissent rechercher Lina. Donc ils vont refaire la route qu'elle est censée avoir empruntée, ils ne vont pas la voir sur la route et ils vont aller jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. À cette gare, aucune trace de Lina, personne ne semble l'avoir aperçue et finalement c'est à 14h15, comprenant que quelque chose ne va pas, que Fanny va déclarer la disparition de sa fille à la gendarmerie.
Très rapidement, les gendarmes vont prendre cette disparition au sérieux, tout simplement parce que Lina n'a pas le profil d'une fugueuse et c'est une disparition qui ne semble pas avoir été prévue ou ne semble pas d'un premier abord être volontaire, même si évidemment, c'est une piste qui va être travaillée. Donc dès le lendemain, le dimanche 24 septembre 2023, les gendarmes organisent une battue. 180 bénévoles viennent pour prêter main forte et les battues vont continuer les jours qui suivent la disparition de Lina, sans qu'aucune trace de la jeune fille ne soit retrouvée. 48 heures après la disparition, la mère de Lina, Falni, va parler pour la première fois devant les médias et elle va faire un discours émouvant qui touche même certains journalistes présents sur place et qui en parlent encore aujourd'hui avec émotion. C'est une torture de plus avoir son enfant près de soi. Vers 11h20, elle a envoyé un message à son petit ami. C'est la dernière fois qu'on a eu des contacts avec elle. Je veux retrouver ma fille, je veux qu'elle soit près de moi. Malheureusement, les battues et les recherches terrain avec hélicoptères, caméras thermiques et brigades cynophiles ne donneront rien. La trace de Lina ne sera pas retrouvée. La description de Lina est transmise au public à travers un appel à témoins lancé par la gendarmerie de Schirmeck. La jeune fille portait le jour de sa disparition la fameuse robe grise qui descendait en dessous du genou, une doudoune blanche et des chaussures blanches de marque Converse. Parallèlement, évidemment, les gendarmes engagent des investigations plus poussées. Et les premières investigations réalisées ont été effectuées sur la ligne de train entre Saint-Blaise-la-Roche et Strasbourg. Ils vont se pencher sur les enregistrements des caméras de vidéosurveillance des gares de départ et d'arrivée de Lina. Des vérifications ont également été effectuées, à la fois dans les rames télésurveillées du train que devait prendre Lina et à la gare de Strasbourg via les caméras de vidéoprotection. La mineure disparue n'apparaît pas sur les vidéos exploitées. Il est donc confirmé à travers l'analyse des images que Lina n'est jamais montée dans le train. Également, Tao est lui aperçu sur les caméras de vidéosurveillance de la gare de Strasbourg en train d'attendre et de chercher Lina. C'est donc le lundi 25 septembre 2023 que le parquet de Saverne a annoncé avoir ouvert une enquête pour disparition inquiétante. L'enquête est confiée à la section de recherche de Strasbourg, co-saisie de la procédure avec le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin. Finalement, le parquet de Strasbourg annonce le dimanche 1er octobre l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration, une semaine donc après sa disparition. L'enquête, qui est menée depuis le 23 septembre 2023, n'a pour le moment pas permis de retrouver l'adolescente. Je cite, après plus de 7 jours d'investigation approfondie, comme l'indique la justice dans un communiqué. En raison de la complexité de l'affaire, la procureure de la République de Saverne se dessaisit au profit du parquet de Strasbourg. C'est finalement 2 juges d'instruction qui vont travailler sur le dossier. La disparition de Lina provoque une onde de choc qui se propage dans la commune de Plaine, dans les hameaux aux alentours, puis qui s'étend très rapidement au niveau national. Parce que cette disparition intervient seulement 2 mois après une disparition très médiatisée, celle du petit Émile, qui est encore irrésolu à ce jour, et donc ça résonne encore dans toutes les têtes. On a Émile qui a disparu, 2 mois après on a Lina qui disparaît. Évidemment il y a énormément de personnes qui disparaissent, mais là je parle des dossiers médiatisés. Les enquêteurs vont réaliser toutes les vérifications possible et retracer à la minute près le trajet de la jeune fille pour établir le lieu, le timing exact de la disparition. Il commence à y voir plus clair, notamment grâce à l'étude du bornage téléphonique du portable de la jeune fille. Le portable borne à pleine pour la dernière fois avant de se couper définitivement à partir de 11h21. C'est l'horaire de la dernière émission. Ensuite, plus aucune information concernant le bornage. Il cesse définitivement d'émettre à 11h22. Cet horaire est important car rappelez-vous, à 11h20, Tao a dit avoir reçu une vidéo de Lina sur Snapchat qui semblait tout sourire et qui disait qu'elle avait hâte de venir. Tao va décrire un peu plus précisément ce qu'il a vu sur cette vidéo. Donc il se rappelle que Lina est tout sourire, elle est en train de se filmer en selfie et selon les dires de Tao,
aux enquêteurs. Elle marche seule, on voit d'ailleurs derrière elle la route, la D350, et elle montre sa tenue à son petit copain. Et donc c'est 2 minutes après l'envoi de cette vidéo à Tao que Lina ne donnera plus aucune nouvelle et que son portable va définitivement cesser de fonctionner. Donc là, le timing commence à se resserrer. Il est encore plus défini grâce à plusieurs témoignages considérés comme crédibles et qui apportent de précieuses informations à l'enquête. Le premier témoignage est celui de l'ancien maire de Plaine. Ce témoignage semble tout à fait cohérent. En effet, cet ancien maire, monsieur Chipon, explique que le jour de la disparition de Lina, il faisait des travaux dans une propriété privée à Saint-Blaise-la-Roche. Au milieu de la matinée, il se rend compte qu'il lui manque un outil. Ce qu'il fait, c'est qu'il va donc prendre sa voiture et se diriger vers son domicile afin de récupérer son outil manquant. En effet, il n'est qu'à seulement quelques minutes de son domicile et l'aller-retour ne lui fait vraiment pas perdre beaucoup de temps. Pour rentrer chez lui, il doit emprunter cette fameuse route, la D350, cette même route que Lina emprunte à pied à partir de 11h, mais dans le sens inverse du coup. Il est environ 11h18-19 selon les dires du maire quand il croise une jeune fille en train de marcher dans le sens donc inverse à lui, dans le sens opposé. Il reconnaît Lina. En effet, il l'avait déjà croisée plusieurs fois, c'est un visage connu des environs. En plus de ça, il la remarque facilement. Cette route, comme on peut le voir sur les images que je vous mets depuis un petit moment maintenant sur la vidéo, c'est une route qui est assez étroite. Dès qu'on croise une voiture, on le remarque, et dès qu'on croise un piéton, on le remarque aussi. Surtout que lorsqu'il croise Lina, en tout cas celle qui dit être Lina, il la voit en train de se filmer en selfie, comme si elle prenait une vidéo d'elle. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on remarque quand on est en voiture et qu'on croise un piéton sur une route aussi étroite qu'elle est à ce niveau-là. Donc très certainement, ça coïncide, on pense, avec le moment 11h18-19 où elle enregistre une vidéo sur Snapchat pour envoyer cette vidéo à Tao, parce que Tao, en effet, je vous l'ai dit, l'a vue en train de marcher, en train de se filmer comme ça, avec la route derrière elle. Pour continuer le témoignage de l'ancien maire, donc lui finalement il arrive chez lui, il se gare rapidement devant chez lui et il va récupérer son outil et il refait le chemin en sens inverse pour retourner à Saint-Blaise-la-Roche. Vous me direz, comment est-ce qu'il peut être sûr des horaires qu'il avance? Tout simplement, il possède une caméra privée de vidéosurveillance qui filme l'entrée de chez lui. Il a mis à disposition des enquêteurs qui ont évidemment saisi ces enregistrements, ces images, et dans ces images, on voit qu'il est à peu près 11h21 quand il est garé seul devant chez lui avec sa voiture qui est une petite voiture blanche, et on le voit repartir assez rapidement, et c'est là qu'on peut donc déterminer des horaires un peu plus précis. En repartant, il s'attend donc à croiser à nouveau Lina, mais cette fois-ci dans le même sens que lui, donc vers Saint-Blaise-la-Roche. En effet, elle était bien en amont de la fameuse piste cyclable qu'elle est censée emprunter pendant une portion de route, qu'elle emprunte d'ailleurs habituellement et qui est située non loin de l'étang de Breux. Je parle de cette piste cyclable à ce niveau-là parce que clairement, si elle était assez proche de la piste cyclable, elle aurait pu l'emprunter et donc ne plus être visible depuis la route parce qu'elle est un peu cachée en contrebas de la route, cette piste cyclable. Mais selon ce que dit le maire, elle n'aurait très certainement pas eu le temps de marcher jusqu'à cette piste cyclable, le temps qu'il ait fait l'aller-retour. Ça a pris 5 minutes environ au total. Quand il reprend la route, finalement, je vous ai dit, il s'attendait à voir Lina, puis finalement, il ne l'aperçoit pas. Ça le surprend un petit peu, il se dit elle a dû marcher extrêmement vite pour qu'elle soit arrivée à la piste cyclable, mais il se pose pas plus de questions que ça, puis il continue sa journée normalement. Donc finalement, comme tout le monde, il apprend la disparition de Lina. Et là, il va se rappeler l'avoir croisée, il va se rappeler d'ailleurs de ses habits, et ça coïncide avec ce qu'il avait vu, donc il est sûr pour lui d'avoir croisé Lina, puisque les habits étaient bien ceux décrits dans l'avis de recherche, et il se dit que potentiellement, c'est la dernière personne à l'avoir aperçue sur la D350. Moi, c'est en passant sur la route qu'effectivement je l'ai croisée, elle était en train de marcher sur le bord de la route. Où elle allait, je ne savais pas. Je suis repassé quelques minutes plus tard et elle n'était plus au bord de route. Cela donc amène les enquêteurs à travailler sur un intervalle de 8 minutes où tout se serait déroulé, où tout se serait joué, aidé par les images de vidéosurveillance du domicile de l'ancien maire. Et ce premier témoignage est consolidé par un deuxième. C'est un témoin qui va rester anonyme dans cette affaire, qui va dire avoir croisé Lina. Lui, il est plus vraiment sûr, entre 11h15 et 11h30. Il dit l'avoir vue partir à pied du hameau de Chantenay
là où elle vit. Finalement, il y aura un troisième témoignage d'une troisième personne qui va être livrée et qui va amener de nouvelles interrogations dans ce dossier qui est déjà très énigmatique. Ce témoignage va appuyer une hypothèse que je vous énoncerai un petit peu plus tard dans ma vidéo. Ce témoignage, c'est Robert qui va le livrer. Lui, il se souvient très bien. Il habite au hameau de Champnay, un peu plus au nord du domicile de Lina et sa mère. Son palier donne directement sur la route, qui est une route très peu large, qui passe devant chez lui. Ce qui fait qu'il peut très bien distinguer les visages des personnes qui passent en voiture en étant lui sur son palier. D'ailleurs, petite anecdote, il semble être souvent sur son palier, comme on peut le voir sur Google Maps. Le jour de la disparition de Lina, il sort donc pour aller fumer une cigarette devant chez lui. Il voit passer une voiture et croit reconnaître Lina dans cette voiture qu'il décrit comme étant une voiture citadine bleu foncé. En attendant les gendarmes, il nous raconte la scène à laquelle il a assisté aux environs d'11h30. Je l'ai vue passer là dans une voiture bleue. Elle était habillée en clair, qu'elle a fait recours en passant, mais elle avait l'air normal. Elle n'avait pas l'air d'être soucieuse ou quoi que ce soit, elle n'a pas fait d'appel ni quoi que ce soit. Il s'en rappelle parce que Lina lui aurait fait un geste de la main pour lui dire bonjour, comme pour le saluer. Selon lui, elle semblait sereine, souriante et n'avait pas l'air en détresse. C'est un témoignage qui est également pris au sérieux par les enquêteurs, tout simplement parce que Robert lui aussi connaît Lina, ou en tout cas la voit dans son village depuis qu'elle est toute petite. Par contre, il est assez vague sur les horaires à laquelle il l'aurait aperçu, tout simplement parce que c'est assez compliqué de se rappeler des horaires auxquels les choses arrivent dans la vie de tous les jours. Donc il n'est pas capable de le dire avec précision, mais il va affirmer que les faits se seraient déroulés le samedi peu après midi. Même s'il n'a pas pu déterminer un horaire assez précis, il a été capable d'entrevoir le conducteur qui conduisait donc avec Lina à ses côtés sur le siège passager. Selon lui, ce serait un homme entre 25 et 40 ans. Il n'a pas pu distinguer les traits de son visage, mais il a vu qu'il portait, selon ses mots, un bouc ou une barbichette. Et il y avait un monsieur à côté, donc qui roulait, qu'elle venait de là-bas, de la route de Saulsure, vers Plaine. Cette route mène à Strasbourg, le sens inverse de la gare, voilà. Il peut déterminer que la voiture se dirigeait dans le sens inverse de Saint-Blaise-de-la-Roche, donc vers la D196 que je vous mets ici, en direction de Plaine. À travers cette route qui mène à Plaine, il est également possible de rejoindre Strasbourg. Pour essayer de déterminer un timing un peu plus précis, les gendarmes ont recoupé le témoignage de Robert avec des éléments bancaires lui appartenant. Il était en effet allé faire des courses un peu plus tôt dans la matinée. Pour tenter de préciser l'heure de son retour à Champnay et celle du passage du véhicule devant chez lui. Ce qui a été déterminé, c'est que si Lina passe devant chez lui au plus tôt à midi, cela fait 38 minutes que son téléphone a cessé de borner. Or, ce qui est étrange, c'est qu'il ne faut que 3 minutes pour se rendre en auto de l'endroit où elle a disparu jusqu'au domicile de Robert. Et il se trouve qu'une Clio bleue pourrait être impliquée, en tout cas elle passe dans le créneau fatidique, elle a été aperçue dans les caméras. Bien qu'il y ait des incohérences au niveau du timing, ce témoignage a, semble-t-il, intéressé les enquêteurs car les recherches vont se concentrer dans les jours suivants sur différents propriétaires de Renault Clio de couleur bleue à Plaine et dans la vallée, avec des analyses de la police scientifique très poussées certaines fois. Mais rien ne ressortira de ces investigations. Avant de vous faire un petit rappel sur les horaires pour que vous soyez moins perdus, les gendarmes ont réussi à combiner plusieurs éléments mis à jour pendant les recherches qui leur ont permis de déterminer un endroit plus précis depuis lequel Lina aurait pu disparaître. Ils ont pour ça essayé d'étudier les caméras de vidéosurveillance des alentours qui sont en très petit nombre parce qu'on est dans un coin un peu isolé. Donc côté hameau du Champnay, de là d'où vient Lina, malheureusement, il n'y a pas de caméras de vidéosurveillance qui vont les aider. Par contre, si on suit le témoignage de Robert, le véhicule dans lequel Lina aurait été aperçue en tant que passagère peut avoir été aperçu sur les caméras de surveillance privées. En effet, sur le trajet emprunté par le véhicule décrit par Robert, se trouve une maison dotée de 4 caméras. Donc les enquêteurs se seraient intéressés à ces enregistrements. Peut-être que les caméras qui normalement n'ont pas le droit de filmer la route filment une partie ou une portion de la route, mais peut-être que la voiture correspondant au signalement donné par Robert
passe et est aperçu sur ces caméras. Et potentiellement, on peut aussi apercevoir la personne sur le siège passager qui pourrait être Lina. Pour le moment, on n'a pas eu d'informations sur ces enregistrements ou en tout cas sur le résultat des investigations menées par les enquêteurs. Du côté de Saint-Blaise-la-Roche, on a plus de caméras. Il y a notamment une caméra sur un distributeur bancaire, donc qui n'a pas apporté plus d'informations que ça malheureusement, et une caméra au niveau d'un magasin de Saint-Blaise-la-Roche également, qui ne conserve les images que 48 heures et malheureusement les enquêteurs sont arrivés quelques minutes trop tard, les enregistrements avaient déjà été effacé. Par contre, une caméra intéresse particulièrement les enquêteurs. C'est une caméra qui est située à un emplacement clé sur le trajet que Lina doit emprunter à pied pour se rendre à la gare. Et là, il n'était pas trop tard, donc les enregistrements ont été saisis et les images ont été analysées. Il s'agit d'une caméra de vidéosurveillance située sur une cabane au niveau du fameux étang de Breux. La route, la T350 qu'emprunte Lina, est visible depuis cette cabane et depuis cette caméra. Et donc ça va être un indice pour savoir si oui ou non Lina a été aperçue sur ces enregistrements. Malheureusement, après vérification, il se trouve que Lina n'apparaissait pas sur la route. Même si on aurait aimé la voir, ça donne une information très intéressante. Ça veut dire qu'elle n'est pas allée jusqu'à ce niveau-là et qu'elle a disparu en amont de l'étang. Ce qui vient donc appuyer le témoignage de l'ancien maire. Ajoutez à cela, on a quand même des informations que le propriétaire de la cabane va donner parce qu'en effet il était présent sur place le jour et à la tranche horaire de la disparition de Lina. Il préparait en effet les lieux pour un mariage. Selon ses dires, si elle était passée à ce niveau-là, il l'aurait de toute façon aperçu. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il la voit, il a déjà vu passer plusieurs fois sur cette route, donc il la connaît de vue. De plus, la veille de sa disparition, il avait aperçu Lina en train de marcher dans le sens inverse, donc pour rentrer chez elle. D'autres éléments d'enquête vont corroborer tous ces éléments et vont même donner peut-être un point plus précis sur le lieu de la disparition de Lina. Et ce, grâce au travail des équipes cynophiles qui ont travaillé sur le terrain. En effet, les équipes cynophiles perdent bien la trace de Lina en amont de l'étang. Il y a bien un point précis où ils ne sentent plus sa piste. Donc on a un point de la portion de route depuis laquelle a disparu Lina, si on combine toutes les informations que je viens de vous dire. Donc pour rappel, l'ancien maire croise Lina vers 11h18-19 alors qu'il est en voiture, il la croise en train de marcher, elle semble se filmer en selfie. Vers 11h20, ça coïncide avec le fait que Tao ait reçu une vidéo de Lina en train de marcher sur cette route, en train de montrer comment elle est habillée et elle a l'air seule et contente. Elle aurait donc disparu entre 11h20 et 11h25 environ, le moment où le maire repasse sur la route avec sa voiture en sens inverse et ne l'aperçoit plus. Elle disparaît donc en amont de l'étang et très certainement même en amont du début de la piste cyclable. Comme on a un créneau horaire très précis et une très petite portion de route pendant laquelle la disparition aurait eu lieu, l'enquête se tourne autour des bornages téléphoniques. Les enquêteurs vont cartographier les zones de couverture et vont intégrer tous les autres téléphones présents dans le même secteur que celui de Lina au moment de sa disparition, sachant que le portable de Lina n'a à ce jour toujours pas été retrouvé. Le résultat du décryptage des données téléphoniques n'est à ce jour pas connu. Par contre, il a été souligné une coïncidence très troublante. La soudaine interruption du téléphone portable de Lina vers 11h22, le 23 septembre 2023, coïncide avec l'enterrement d'un enseignant de 51 ans du collège de Villers, Benoît Jong, abattu de plusieurs balles 10 jours avant la disparition de Lina, le 14 septembre 2023, alors qu'il était en randonnée sur les hauteurs de Kinsheim. Donc c'est vraiment pas très loin de Plaine. Le profil de Monsieur Jong, un enseignant apprécié et calme, dénote complètement avec l'affaire criminelle au sein de laquelle il se retrouve malheureusement impliqué. Pour cette affaire qui est actuellement à ce jour encore non résolue, le parquet de Colmar a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre X pour homicide volontaire. Il est vrai que la coïncidence entre les deux événements est assez troublante. 10 jours avant la disparition de Lina, un enseignant sans histoire se fait tuer de plusieurs balles et au moment de l'arrêt du fonctionnement du portable de Lina,
c'est l'enterrement de cet enseignant. Même si c'est vrai que les coïncidences peuvent paraître troublantes, il n'y a aucun lien à ce jour qui a pu être établi entre les deux affaires. À noter aussi qu'une semaine après la disparition de Lina, un sac poubelle a été découvert dans la zone de recherche de Lina, un sac poubelle contenant des ossements. Il semble assez logique qu'au bout d'une semaine de disparition, si Lina est décédée, son corps ne serait pas à l'état d'ossement après un si court laps de temps. C'est une information qui a été vérifiée très rapidement et il s'avère finalement qu'il s'agissait d'ossements animaux. Les dernières investigations mises en lumière par les médias ont eu lieu le mercredi 22 novembre 2023. Il y a eu une perquisition réalisée chez un habitant dans le secteur de la disparition de Lina. Selon une source proche du dossier, il s'agit d'une perquisition qui s'inscrit, je cite, dans le cadre d'une vérification de terrain. Mais ça ne signifie pas qu'un suspect en particulier est visé. Aux dernières nouvelles, cette dernière perquisition n'a rien donné. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu plus tard dans les hypothèses d'une perquisition qui a fait grand bruit dans les médias et qui s'inscrit donc dans une piste que je vais vous énoncer un petit peu après. Aujourd'hui, presque aucune piste n'est écartée, même si certaines semblent être privilégiées avec le faible faisceau d'indices qu'on a en notre possession. Évidemment, la thèse de l'accident a été étudiée. En effet, la route que Lina a empruntée et emprunte quotidiennement est, comme vous pouvez le voir, assez étroite. Il se peut qu'une voiture en roulant trop vite ait percuté Lina. Lina, elle, qui manquait potentiellement d'attention vu qu'elle était sur son portable au moment où elle marchait. La personne qui l'aurait percutée l'aurait blessée ou même tuée sur le coup et paniquée, elle aurait pu l'enlever dans son véhicule. C'est une hypothèse qui expliquerait qu'on ne retrouve pas Lina et que son téléphone s'arrête brutalement de fonctionner, peut-être parce qu'il a été brisé par l'impact. Le souci, c'est que la police scientifique va évidemment faire des analyses sur la route et ces analyses ne vont rien donner. Aucune trace de Lina, aucune trace de freinage, aucune trace de sang. De plus, le timing paraît assez court par rapport aux éléments de temps et d'espace mis à jour par les enquêteurs et particulièrement grâce au témoignage de l'ancien maire. En effet, une personne en 5 minutes aurait percuté Lina, se serait arrêté, aurait récupéré le corps et aurait pris ensuite la fuite tout en effaçant les preuves sur la route. Ça semble assez peu probable. Le chronométrage mis à jour démontre que la disparition de Lina s'est bien produite, en tout cas sur cette route, dans un créneau maximum de 8 minutes. Au regard du chronométrage, cette thèse, donc l'accident suivi d'un moment de panique du conducteur, enfin la personne éventuellement blessée ou morte, semble être écartée. En marge de cette piste, il y a eu l'intervention des médiums qui se sont rués. Certains ont pris donc contact directement avec elle et ils lui ont dit, je cite, donc ça s'inscrit dans l'accident de la route, Lina était blessée au niveau des jambes et se trouvait dans une maison ou une usine désaffectée dans un rayon de 20 km. Ça n'a jamais été dit officiellement, mais on imagine que ce sont les dires des médiums. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que Tao va faire des investigations, des recherches sur les toits d'un garage abandonné situé à Saint-Blaise-la-Roche. Donc rien n'a été trouvé sur place et Tao va perdre lors de ses recherches son téléphone portable. C'est un événement qui va être pris énormément par la presse et qu'il est encore aujourd'hui, mais on y reviendra dans le développement d'une autre hypothèse. Finalement, cette piste de l'accident de la route a été écartée. En plus, on pense et on estime que la plupart du temps, quand une personne percute une autre personne, elle ne va pas prendre le temps de s'arrêter, de récupérer le corps, de le mettre dans la voiture. Généralement, c'est plus un délit de fuite auquel on fait face dans ce type d'accident. Lina, elle, aurait certainement été blessée, voire tuée, mais dans les deux cas, elle aurait soit pu faire signe à la prochaine voiture qui passait, ou elle aurait été aperçue, c'est sûr, ou soit elle aurait été malheureusement éjectée en contrebas, mais également on l'aurait, avec les battues qui ont été réalisées, retrouvée depuis le temps. L'hypothèse de la fugue est une hypothèse qui semble être encore possible aujourd'hui, même si avec le temps qui passe, on estime qu'elle est de moins en moins envisagée. Peut-être tout simplement avait-elle une relation, une autre relation que celle qu'elle a avec Tao, et qu'elle a donné rendez-vous à une personne sur le chemin
où elle a disparu sur la D350, sur cette fameuse portion où on perd la piste de la jeune fille. En montant dans sa voiture, elle aurait pris la décision d'éteindre son portable pour justement qu'on ne puisse pas la localiser. Elle serait passée donc devant le témoin, donc devant Robert, qu'elle aurait salué, et se serait donc dirigée vers une destination qui nous est aujourd'hui inconnue. Même si cette hypothèse est finalement la plus optimiste, beaucoup de points semblent ne pas aller dans ce sens, et je suis plutôt d'accord. En effet, donc il y a un premier point, certes subjectif, mais qu'il faut prendre en compte. Lina n'a pas le tempérament d'une fugueuse et semble être dans une phase très positive de sa vie, en tout cas selon les dires de Fanny, sa mère, avec qui elle entretient une relation forte. Sa fille, elle la décrit comme étant respectueuse avec elle et en général, et elle est très équilibrée. Bon, certes, elle peut pousser les limites avec sa mère, par exemple au niveau des horaires de sortie, mais sans plus et rien de grave. Donc elle est considérée comme une adolescente heureuse et pas une adolescente rebelle. Pourquoi aurait-elle envoyé une vidéo d'elle en disant que tout allait bien à son petit copain, en montrant comment elle était habillée, à part si c'est vraiment justement pour brouiller les pistes de son côté? Pourquoi est-ce qu'elle aurait marché aussi longtemps pour être récupérée au milieu d'une route? En plus de ça, elle est quand même très coquette, donc elle serait partie sans vêtements, sans maquillage, sans dépenser d'argent depuis sa disparition. Cette hypothèse, bien qu'encore probable, n'est à mon sens pas celle à privilégier. Par contre, évidemment, la piste criminelle semble être au cœur de toutes les investigations, même si encore une fois on n'a pas de piste privilégiée officiellement. Et celle de l'implication surtout d'un proche de Lina a été étudiée. Tout de suite, c'est Tao qui a été dans le collimateur du public, plus même que dans celui des enquêteurs. En effet, donc la perte de son portable au lendemain même de la disparition de Lina au niveau du garage désaffecté mène à penser que Tao ait voulu cacher quelque chose. En tout cas, ait voulu dissimuler des preuves qui pourraient l'incriminer directement ou indirectement dans la disparition de sa petite copine. Évidemment, la perte de ce portable inquiète les enquêteurs, mais inquiète également la toile. En plus de ça, Tao aurait dit à une amie qu'il a en commun avec Lina, avant qu'elle aille sur le plateau de TPMP s'exprimer, de faire attention à ce qu'elle disait. Alors on ne sait pas s'il faut prendre cette information comme des menaces ou tout simplement pour préserver Lina ou ne pas dire des choses qui pourraient être mal interprétées sur le plateau. Alors avec toutes ces informations, Tao faisait et fait encore quelquefois la une des médias, sérieux ou non d'ailleurs. Pour l'opinion publique, c'est sûr, il est impliqué. Ce qui ne va pas l'aider, c'est une interview qu'il fait en compagnie de la mère de Lina devant les caméras de TF1. Dans cette interview, à un moment, il esquisse un sourire. Alors ça, au niveau de l'opinion publique, ça ne passe pas, même si on sait que certains réagissent différemment devant les problèmes et peuvent avoir des rires ou des sourires nerveux. Également, certains estiment qu'il n'est pas assez larmoyant lorsqu'il parle de Lina. Tous ces éléments ne vont faire qu'aggraver les soupçons qui pèsent sur Tao. Lui avait indiqué aux enquêteurs le lieu où il pensait avoir perdu son téléphone portable. Et finalement, le téléphone a été retrouvé par les gendarmes là où Tao l'avait indiqué le 6 octobre 2023. Donc ce portable serait finalement tombé dans une sorte de gouttière lors des recherches. Ce portable serait passé sous une dalle et il a donc fallu casser la dalle pour récupérer ce précieux élément. En effet, le portable constitue aujourd'hui un élément capital pour cette enquête et il a de suite été saisi par les enquêteurs. Le but des enquêteurs, c'est évidemment d'analyser toutes les données du portable, même celles qui auraient potentiellement été effacées, pour vérifier s'il peut être lié ou non à la disparition de sa petite amie. Également, ils espèrent avoir accès à Snapchat pour vérifier les dires concernant la vidéo envoyée à 11h20 par Lina à Tao. Malheureusement, la vidéo n'a pas pu être visualisée et c'est vraiment dommage, ça aurait apporté des informations supplémentaires et très importantes, tout simplement parce que Snapchat est une application qui envoie des messages de manière éphémère, donc non récupérables par la suite quand ils ont été ouvert. Mais en tout cas, il semble que l'horaire de la réception du message a pu être vérifié par les enquêteurs. Nous n'avons à ce jour pas d'informations supplémentaires sur les données analysées, mais la piste de l'implication de Tao est aujourd'hui refermée par les gendarmes.
En effet, sa présence est avérée à Strasbourg au moment de la disparition de Lina. Il est bien allé à la réunion qu'il avait indiquée comme prévu, puis il apparaît sur toutes les vidéos de surveillance de la gare à partir de 12h15. Pareillement, le bornage téléphonique du portable de Tao ne le situe pas au même niveau que Lina. De plus, il n'aurait jamais eu le temps de faire l'aller-retour en voiture dans un créneau aussi court sur les lieux de la disparition de Lina. Il est donc aujourd'hui et jusqu'à preuve du contraire disculpé. Malgré cela, les rumeurs vont bon train concernant évidemment son implication, mais on en rediscutera un peu plus tard dans la vidéo, dans la partie finale. On peut penser qu'il aurait tout manigancé à distance et qu'il aurait prévu un enlèvement, une séquestration, voire même le meurtre de Lina, pour une raison qui aujourd'hui nous échappe. Certains vont même jusqu'à dire qu'il avait prévu le coup avec la mère de Lina, Fanny, et que les deux se couvrent l'un l'autre. Devant les caméras des médias, Tao et Fanny se soutiennent et prennent la parole, surtout Fanny, pour démentir les fausses rumeurs qui circulent. Aujourd'hui, rien ne vient appuyer l'hypothèse de l'implication d'un proche dans la disparition de Lina. Quand je parle d'un proche, je parle d'un très proche, donc Tao ou Fanny, ou même des amis de Lina. Aujourd'hui d'ailleurs, Tao et Fanny ne font à notre connaissance pas partie de la liste des suspects. Il est cependant intéressant de se poser la question concernant les fréquentations des uns et des autres, que ce soit les fréquentations de Lina, les fréquentations de Tao ou même de la mère de Lina. Potentiellement, il y a pu avoir une histoire de jalousie. Et on a très bien vu que les choses peuvent vite escalader pour finalement pas grand chose. Et on a déjà vu arriver ce genre de choses, notamment là c'était un cumul de problèmes de jalousie, mais également de trafic de stupéfiants. C'était il y a 1 an la disparition et malheureusement aujourd'hui les assassinats présumés de Leslie et Kevin, dont les principaux suspects aujourd'hui mis en examen étaient des proches, voire très proches de Leslie et Kevin. Donc la piste privilégiée aujourd'hui est clairement la piste de l'enlèvement et de la séquestration. En effet, quelle que soit la vérité de toute façon derrière cette disparition, il semble bien que Lina soit montée en voiture avec quelqu'un en amont de l'étang de Breux sur la D350, selon le recoupement des informations, des témoignages et du travail des équipes cynophiles. Un homme d'une 40aine d'années, père de famille et qui vit dans un hameau proche, plus précisément à Diespach, intrigue les enquêteurs. Dans un premier temps, donc c'était le fait qu'il possédait une voiture, il me semble, qui correspond à la description, mais ensuite ça a été son comportement et plus précisément son ton qu'il avait et qui semblait assez étrange. Donc les soupçons se sont portés sur lui. Il s'agit d'un professeur de musique. La perquisition de son domicile, sa mise sous scellé ont fait grand bruit. Tous les médias en ont parlé. Cependant, cette piste ne donne rien et les investigations restent vaines. Donc le professeur est à ce jour totalement mis hors de cause pour le moment. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, aucune garde à vue n'a pour le moment été menée dans ce dossier. Donc même si la piste de l'implication du professeur de musique ne donne pour le moment rien, la piste de l'enlèvement est loin d'être refermée. En effet, le 30 septembre 2023, Freddy, un habitant de Plaine, va faire part de son témoignage et va rapporter celui de sa fille, il me semble qu'elle s'appelle Karine. Sa fille qui est une adolescente, une mineure, et qui ressemble selon lui énormément à Lina, et c'est ça qui le perturbe encore plus. En effet, le lundi, juste avant la disparition de Lina, sa fille aurait été importunée par un homme qui conduisait une voiture grise et qui l'aurait klaxonné plusieurs fois. À ce moment-là, la fille a eu un bon réflexe, elle a appelé son père en prenant la fuite, en lui expliquant ce qui se passait. Quelques jours après, le jeudi, donc 2 jours avant la disparition de Lina, elle allait à l'école, il était environ 6h10, et elle allait à pied rejoindre un arrêt de bus. Le même monsieur, donc avec une Citroën grise, s'est mis à sa hauteur. Il a commencé à sortir de sa voiture. La jeune fille a couru, elle a rappelé son père en lui disant que quelqu'un a essayé de l'emporter. Heureusement, elle s'est rapidement dirigée vers le bus qui est arrivé et la voiture a pris la fuite. Donc les faits ont immédiatement été remontés à la gendarmerie. Donc les gendarmes étaient au courant de ce qui s'était passé lorsque 2 jours après, Lina disparaissait. Pour l'heure, sur ce témoignage comme sur le reste de l'enquête, le parquet de Strasbourg n'entend pas communiquer et ils ont raison, ils veulent protéger l'instruction. Donc est-ce qu'il s'agissait cet homme d'un prédateur sexuel et est-ce que ce serait le même qui s'en serait pris à Lina? Cela est très
très possible aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, comment expliquer l'arrêt brutal du fonctionnement du portable de Lina? Donc l'homme, très certainement très bien renseigné sur le traçage des téléphones portables, et il aurait très bien pu faire monter Lina dans sa voiture, sous la menace d'une arme par exemple, et lui aurait demandé de donner son téléphone portable pour que derrière il puisse le détruire. Une autre possibilité aussi pourrait expliquer l'arrêt brutal du fonctionnement du portable de Lina, et c'est l'utilisation d'un brouilleur d'ondes, très facilement accessible à l'achat sur internet, bien qu'il soit interdit d'en posséder depuis 2012. Comment fonctionne un brouilleur de téléphone portable? Je vais vous citer l'article Ça m'intéresse. Le principe consiste à émettre en continu un signal radio sur les mêmes fréquences que celles utilisées par les téléphones mobiles. Le brouilleur agit soit sur le signal ascendant, il empêche l'appareil de se connecter au réseau, soit sur le signal descendant, il interdit tout appel entrant. Les téléphones deviennent inutilisables au sein de la zone d'action du brouilleur, qui varie d'un rayon de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres. Il y a déjà eu des cas avec l'utilisation frauduleuse de brouilleurs qui ont été recensés. Je vais vous en faire part de deux cas, un cas plutôt humoristique et un cas beaucoup plus glauque et beaucoup plus dramatique. Pour le cas humoristique, ça se passe en Moselle, plus précisément à Sarreguemines. Alors c'était un homme qui cette année 2023, je crois que c'était en mars 2023, avait utilisé des brouilleurs d'ondes chez lui et il avait tapissé les murs de son appartement avec de l'aluminium parce qu'il avait peur des ondes. Résultat, son brouilleur était suffisamment puissant pour perturber l'antenne relais située à plusieurs centaines de mètres de son appartement. En plus de ça, il avait impacté le fonctionnement des smartphones, des box internet, signal GPS de 20 000 habitants de la commune. Donc le scénario bien moins drôle que je vais vous exposer et qu'on pourrait peut-être rapprocher de la disparition de Lina, c'est l'utilisation des brouilleurs pour enlever des enfants ou des adolescents. Et là, on va parler du cas d'une jeune adolescente en 2018 qui a failli se faire enlever en Tarn-et-Garonne et plus précisément à Montèche. Quand je descends de chez moi, j'étais sur Snapchat pour envoyer un message à ma copine pour lui dire qu'on se rejoignait devant le collège. J'ai levé la tête, j'ai vu cette camionnette et là mon téléphone plus rien. Je pouvais plus rien faire, il était bloqué. Donc il a ouvert sa fenêtre, il m'a dit hé. Et là j'ai paniqué, j'ai couru. Océane sème le petit utilitaire blanc avec à son bord deux individus au visage dissimulé. Je pensais qu'ils allaient m'attraper, qu'ils allaient me trouver, que j'allais mourir en fait. Elle n'a pas pu appeler, le téléphone ne marche plus. Donc pour moi, je connais un petit peu comment ça se passe, c'est-à-dire que ces personnes-là devaient avoir un brouilleur. Et c'est pas ils devaient avoir, ils avaient un brouilleur. Comme vous avez pu le voir, son téléphone est devenu inutilisable pendant un moment. Et à l'époque du reportage, c'était le 4e signalement de ce genre dans le département. Cependant, ce scénario ne colle pas avec le témoignage de Robert, que ce soit par rapport à la couleur de la voiture. Lui, il a vu une voiture bleu foncé, alors que l'homme qui a fait peur à la jeune fille avant la disparition de Lina était en voiture grise. Ou même par rapport au fait que Lina lui ait fait signe de la main d'un air détendu côté passager d'une voiture. Donc si ça avait été une personne qui l'avait forcé à monter, très certainement elle n'aurait pas eu l'air aussi rassurée et détendue. Mais il est possible que Robert ait mal interprété le signe de la main. Alors effectivement, certains ont parlé du signe de la main, je crois que c'est celui-là, il me semble. Je vais vous le mettre de toute façon à l'écran pour montrer qu'on se fait agresser, mais je pense qu'elle n'aurait pas fait ce signe à Robert, qui est quand même une personne d'un certain âge et qui ne doit pas être au courant de ce qui est en place maintenant pour les adolescents ou les plus jeunes adultes pour indiquer qu'on est en détresse. Ou tout simplement peut-être aussi que Robert s'est trompé et qu'il ne s'agit pas de Lina qu'il a vue ce jour-là. Et on peut également penser que Robert s'est tout simplement trompé de couleur de véhicule. Mais de toute façon, il faut toujours garder en tête qu'un témoignage visuel, bien qu'il soit de bonne volonté, peut s'avérer totalement faux, comme j'ai pu vous le montrer dans la vidéo de disparition de Marine Paillou. Par contre, le scénario qui collerait le mieux avec l'entièreté des témoignages et le caractère de Lina serait celui selon lequel elle serait montée volontairement dans un véhicule d'une personne qu'elle connaît mais qu'elle ne savait pas mal intentionnée. En effet, les proches de Lina sont unanimes pour dire qu'elle ne serait déjà jamais montée dans un véhicule d'une personne qu'elle ne connaissait pas, de son plein gré en tout cas. Donc tout simplement peut-être que la personne la connaissait, elle lui a proposé de l'accompagner soit à la gare ou soit directement
à Strasbourg, en expliquant potentiellement que par cette route-là, donc la route opposée à la gare, ce serait plus rapide. De toute façon, c'est clair qu'en voiture, c'est dans tous les cas plus rapide même en passant par là qu'avec le TER pour arriver à Strasbourg. Peut-être qu'il lui a dit je dois rapidement passer chez moi et ensuite on repart et je t'accompagne directement à Strasbourg. Et ça pourrait donc expliquer le fait que Robert l'ait vue souriante et plutôt détendue. Ça n'empêche pas que cette personne potentiellement mal intentionnée qu'elle connaîtrait ait utilisé un brouilleur de portable. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement peut-être qu'il avait prévu, vu qu'il la connaissait et qu'il connaissait peut-être ses habitudes, de l'enlever et qu'il avait prévu son coup, donc en utilisant ce brouilleur pour ne pas qu'on puisse localiser le portable de Lina et son portable à lui par la même occasion, ce qui fait que Lina ne s'est pas tout de suite sentie en danger. Elle a peut-être juste pensé que son téléphone était hors service, ou peut-être qu'elle ne captait pas à ce niveau-là pendant un moment. De toute façon, c'est pas très inquiétant de ne pas capter pendant 5 minutes. Et malheureusement, derrière, elle s'est fait enlever. Mais par qui? Outre sa mère et Tao, seulement quelques amis étaient au courant de cette sortie, mais rien n'indique que quelqu'un n'ait pu prévoir son passage sur la D350 ce jour-là. De son côté, le maire, lui, va expliquer que lorsqu'il était sur la route, il n'a croisé aucun autre véhicule. Peut-être s'est-il trompé, ou peut-être tout simplement, même si c'est à 1 minute près, il n'avait pas vision sur un véhicule qui serait derrière lui. Mais où serait-elle aujourd'hui? Toujours séquestrée, toujours en vie, ou malheureusement a-t-elle été tuée depuis? L'espoir avec cette hypothèse qu'elle ait été enlevée par quelqu'un qu'elle connaissait, c'est qu'elle soit encore en vie aujourd'hui. Il y a plus de chances qu'elle reste en vie si elle connaît la personne qui l'a enlevée. J'ai vu également passer des informations sur une potentielle culpabilité du maire. Alors en effet, c'est normal de se poser la question vu que c'est une des dernières personnes à l'avoir vue. Pour autant, c'est une piste qui a été étudiée. Son emploi du temps l'a été également. J'imagine que son portable et que le bordage de son portage l'a été aussi, même si on ne nous a pas communiqué d'informations dessus. Donc il n'y a aucun élément pour le moment qui vient appuyer cette hypothèse. Aujourd'hui, malheureusement, on ne sait pas ce qui est arrivé à Lina. On peut encore avoir un espoir, je dirais un peu plus que dans le cas de la disparition d'Émile, qu'elle soit encore en vie aujourd'hui. Elle a disparu depuis 2 mois maintenant. Elle peut potentiellement être séquestrée chez quelqu'un qui n'a pas encore été inquiété, ou en tout cas pas à notre connaissance. C'est quand même fou de se dire qu'elle s'est comme volatilisée alors qu'elle était sur une route en train de marcher et 1 minute avant, voire 2 minutes avant, elle envoyait un message vidéo où elle était heureuse, selon les dires de Tao, à son petit ami. Aujourd'hui, la disparition de Lina fait encore couler beaucoup d'encre, en tout cas elle est très récente et très médiatisée, donc c'est normal. Notamment, on parle très souvent de la piste de l'implication de Tao, bien qu'elle soit exclue par les enquêteurs. Beaucoup de monde parle de l'implication potentielle de Tao dans la disparition de sa petite amie, et beaucoup de monde s'en donne à cœur joie sur les réseaux sociaux. Alors vraiment, les réseaux sociaux, dans le cadre de ce type de disparition, c'est devenu n'importe quoi. Il est vrai que ce qui peut paraître très suspect, c'est la perte du portable de Tao le lendemain de la disparition de Lina, ça c'est sûr, même si entre temps il a été retrouvé et que Tao est mis hors de cause officiellement. Pour certains, Tao est impliqué et la mère de Lina serait de mèche parce que les deux seraient en couple et auraient essayé de se débarrasser de Lina en la faisant enlever ou même tuer. Donc ça, ce sont simplement les on-dit qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'affirment certains, en tout cas dans des vidéos, et la plupart de ces affirmations fausses viennent d'une chaîne YouTube que je ne citerai pas pour ne pas lui faire de la pub, mais une chaîne YouTube où rien ne va, c'est-à-dire que tout ce qui est dit dedans, c'est juste un recueil des on-dit et de toutes les hypothèses non vérifiées. Et dans les vidéos, non seulement on salit la petite Lina en disant que c'est une fille facile, on salit également Tao et la mère de Lina qui en prennent salement pour leur grade, sachant qu'aucune source n'est citée à chaque fois et que les gens commentent comme si la personne disait des vérités alors que la personne ne sait finalement rien du tout. Comme ces vidéos sont remplies de propos
propos complètement diffamatoires. Quand vous tombez sur ce type de vidéo, ne commentez pas, n'allez pas harceler, mais simplement signaler les vidéos à YouTube, et c'est à YouTube derrière de faire son travail. Au total, on en a une dizaine de vidéos. Et pourquoi je vous parle de cette chaîne particulièrement? Tout simplement parce qu'on est venu m'en parler en message privé, parce que l'association pour laquelle je suis vice-présidente nationale a été citée dans une de ses vidéos, donc l'ARPD, pour assistance et recherche de personnes disparues. En effet, cette personne a essayé d'utiliser l'ARPD pour pouvoir accuser encore plus la mère de Lina. En clair, il a été dit dans ces vidéos sans aucune vérification que la mère de Lina avait refusé notre aide gratuite. Ça faisait donc d'elle une suspecte. Donc j'ai essayé de rectifier cette information dans les commentaires gentiment, mais cette personne a bloqué ou a masqué mes commentaires, donc je le fais ici parce que plusieurs personnes viennent m'en parler encore aujourd'hui en commentaire. Donc une de nos bénévoles est effectivement en contact avec la mère de Lina. Pour le moment, nous ne sommes pas saisis. Le dossier de la disparition de Lina n'est pas un dossier entre autres pris en charge par la RPD. Pour autant, on a eu un contact téléphonique avec elle. Elle n'a absolument pas refusé notre aide, c'est juste qu'elle ne nous a pas saisis. Peut-être qu'elle le fera, ou peut-être qu'elle ne le fera pas dans le futur, mais il faut savoir que ce n'est pas la première à ne pas nous saisir. Toutes les familles de personnes disparues ne sont pas obligées de passer par nous. Encore heureux, elles font ce qu'elles veulent. Et donc, utiliser cet argument et notre association pour colporter des mensonges et surtout ne pas nous laisser rectifier la vérité, c'est un peu compliqué, donc je me permets de le faire ici. D'ailleurs, je tiens à rectifier un point, notre aide n'est pas gratuite, même si elle n'est pas vraiment très onéreuse. La famille paye une cotisation de 40 € pour qu'on puisse prendre en charge le dossier de la disparition. En parlant de la mère de Lina d'ailleurs, Fanny, au tout début elle a été très active sur les médias, puis finalement sur conseil de la justice, elle a décidé de limiter ses interactions médiatiques. Elle a écrit d'ailleurs sur Facebook le 27 septembre 2023, je vais vous le lire. Merci de faire circuler afin de préserver et de ne pas polluer l'enquête judiciaire. Il n'y a que moi et moi seule, la maman de Lina et madame la procureure, à faire des déclarations à la presse. Ceci est un message de la plus haute importance. Je vous remercie. Bon, évidemment, dans les commentaires qu'elle n'a pas bloqué, vous pouvez voir tout et n'importe quoi, donc des insultes, des choses que je vous mets ici que j'ai même pas envie de lire tellement c'est n'importe quoi. Ça m'énerve vraiment beaucoup, tous les messages qu'il y a sur les réseaux. Par rapport à Tao, par rapport à la maman, par rapport au papa. Tao, ça a été prouvé que c'est pas lui. Je peux vous mettre le post. Vous lisez ici. Tao est mis totalement hors de cause par l'enquête. Sa présence à Strasbourg au moment des faits est attestée par les caméras de la gare, de même que ses données de géolocalisation. Voilà, donc je pense que les gens l'ont pas encore compris, mais c'est absolument pas Tao, comme je dis depuis le début. Ce qui est de la maman, je pense que vous n'avez pas le droit d'émettre votre avis sur des trucs comme ça, sans aucune tact et sans aucune bienveillance. Déjà, à partir du moment où vous accusez la maman alors qu'elle est déjà dans un état mais pas possible. Imaginez-vous juste perdre votre enfant et que en plus de ça, le monde entier est contre vous en train de vous dire que c'est de votre faute. Vous avez pas le droit de dire des choses pareilles. C'est des trucs de ouf. Les messages que je reçois, les messages que tout le monde reçoit, c'est des trucs de ouf. C'est déjà assez dur comme ça. Je pense pas que vous sachiez la douleur que c'est et la douleur qu'on ressent dans cette épreuve, surtout la maman, mais il y a des choses à pas dire, il y a des choses à pas faire, Également, encore une fois, dérive des réseaux sociaux. Certains ont profité de la disparition de Lina pour créer des faux comptes de la jeune disparue. Ils se sont fait passer pour elle en teasant le fait qu'elle allait peut-être dire ce qui s'était passé le lendemain pour finalement mettre une page Telegram en lien et pour vendre des choses à des gens en utilisant donc la détresse et la disparition d'une jeune femme. Il faut savoir que ça c'est puni par la loi. On a sur TikTok, sur les médias, des titres racoleurs qui font croire qu'on a retrouvé le corps de Lina ou que le dénouement est proche. Je vous en mets pas mal aussi ici. Ou encore des pseudo-voyants qui se permettent sans aucun respect pour la famille touchée et de dire ce qu'il s'est passé selon eux aux yeux de tous. Donc là on a un beau panel de ce qui se passe quand un dossier de disparition tel que celui de Lina ou encore celui d'Émile est ultra médiatisé. En attendant, j'espère que Lina sera retrouvée, j'espère qu'elle est en vie, j'espère que ses proches et sa famille auront des réponses et c'est comme ça que je vais terminer ma vidéo.
Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette très longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à voir plus clair dans ce dossier où beaucoup de choses sont dites et beaucoup de choses dites sont fausses. Comme vous avez pu le voir, j'ai été malade pendant une semaine voire 10 jours. J'ai été positive au Covid. Je m'en remets tout doucement. On se retrouve la semaine prochaine pour les live Twitch et une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un dossier ARPD. Je remercie à nouveau le partenaire du jour qui est eBay Club et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.